ravi de vous retrouver pour cette nouvelle visite confinée qui ce matin nous permet de nous intéresser à la butte de Fontaine. Dijon, l'entrée nord-ouest de Dijon dans le passé est gardée par deux collines, celle de Talent que nous ne voyons pas dans cette direction et donc celle de Fontaine. Et pour surveiller la route dite de Paris, une place forte sera édifiée sur cette même butte de Fontaine. Ce château appartiendra au seigneur Tescelin-le-Roux, qui sera le compagnon d'armes du duc de Bourgogne Eudes Ier. Et ce même Tescelin-le-Roux va épouser Alette de Montbard. De cette union, il y aura donc 7 enfants, dont le troisième qui naît dans cette maison que nous voyons en 1090. Il s'agira donc de Saint-Bernard, dans une salle basse du donjon du château. Fin du XVe siècle, le lieu même de la naissance de Saint-Bernard deviendra un oratoire et à partir de 1519, chaque 1er mai, il y aura donc une procession, la procession générale de la ville de Dijon pour rendre hommage, pour prier Saint-Bernard. Et avant de passer le relais à une de nos collègues du collectif des guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté, qui habite dans cette direction et qui est elle-même confinée, juste pour vous dire qu'au fil du temps, le château restera inoccupé jusqu'au milieu du XVIIe siècle, puis les Feuillants, une congrégation de religieux originaires de Cîteaux, prendra possession des lieux. Je vous laisse pour ce matin et en effet je passe le témoin à Myriam donc dans cette direction pour nous parler de Saint-Bernard, de sa vie et de son œuvre. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, donc je prends le relais de Sylvain et moi je suis confinée un petit peu au sud de Dijon, grosso modo sur le parcours qu'a emprunté Bernard de Fontaine jusqu'à Cîteaux. Donc Saint-Bernard, c'était le fils, comme vous a dit Sylvain, de Tescelin et de Alette de Montbard. Il avait 5 frères et une sœur, Ombline. Et il a été envoyé assez tôt par ses parents à l'école canoniale de Châtillon-sur-Seine. Et les chanoines de Saint-Vorle, à Châtillon, lui ont appris la grammaire, la rhétorique, la Bible, les pères de l'Église et les auteurs latins. C'est seulement à l'âge de 16-17 ans qu'il est revenu chez ses parents à Fontaine. Juste à ce moment-là, sa mère, Alette, est décédée. Il a mené la vie mondaine des jeunes chevaliers de son époque. Et puis, à l'âge de 22 ans, il a décidé d'entrer au nouveau monastère qui était situé dans la forêt de Sistelle, à une vingtaine de kilomètres au sud de Dijon. Et il a entraîné avec lui 30 compagnons, dont 4 de ses frères et 2 de ses oncles. Ils ont été accueillis par l'abbé Étienne Harding. Ce Novum Monasterium a été fondé quelques années plus tôt, en 1098, par des moines, dont Robert de Molesme, qui voulaient revenir aux sources du monachisme bénédictin, en suivant de plus près la règle de Saint Benoît. Les débuts du Novum Monasterium sont très rudes, au plein milieu de la forêt, de cette forêt marécageuse, qu'on va appeler par la suite Cîteaux. Cependant, à l'arrivée de Bernard, le pape a déjà accordé sa bénédiction à cette nouvelle fondation et l'évêque de Châlons est déjà venu consacrer la première église abbatiale. En grande partie grâce à l'arrivée de Bernard et de ses 30 compagnons, l'abbaye, ce Novum Monasterium, va prendre beaucoup d'ampleur. Et après seulement 3 ans de noviciat, Bernard est déjà envoyé fonder une nouvelle abbaye aux confins du duché de Bourgogne et du comté de Champagne. Ils vont s'installer, Bernard et les 12 autres moines, dans une vallée, Clara Vallis, qu'on appelle Clairvaux, une vallée isolée dans une terre donnée par le comte Hugues de Champagne. Voilà, il pensait que les bénédictins, en particulier ceux de Cluny, s'étaient trop éloignés de la règle de Saint Benoît. Ils avaient donné trop d'importance à l'ornementation, par exemple, dans leurs églises, dans les cloîtres. Et les cisterciens voulaient revenir à l'austérité primitive de la règle de Saint Benoît. Les moines blancs
On les appelait les moines blancs parce qu'ils étaient vêtus de laine écrue, donc non teinte, par opposition aux bénédictins qui, eux, teignaient leurs vêtements en noir. Et les cisterciens donc refusent de bénéficier des droits seigneuriaux. Ils construisent leur monastère à l'écart des chemins et ils veulent rester également à l'écart du pouvoir. Mais pour ça, pour vivre, il faut travailler. Et donc, il faut qu'eux-mêmes travaillent. Ils choisissent de faire valoir direct. Alors, ce n'est pas toujours facile. Leur travail reste limité du fait des obligations monastiques avec les offices réguliers dans la journée. C'est pourquoi les cisterciens ont fait appel aux frères convers, des frères laits, qui sont chargés des tâches matérielles. Ils pratiquent les vertus monastiques, mais ils ne deviennent jamais moines. D'ailleurs, en général, ils sont illettrés. Et au XIIe et XIIIe siècle, ces frères convers sont envoyés dans les granges cisterciennes. C'est un peu une spécialité également des cisterciens. Ce sont comme un peu des fermes situées à au maximum une journée de marche de l'abbaye mère. Alors il y en a une qui est très connue en Côte d'Or, c'est le clos de Vougeot, qui dépendait de l'abbaye de Cîteaux, et là où les frères convers cultivaient la vigne et fabriquaient le vin qui sera utilisé comme vin de messe et aussi pour les repas des moines. Dans son apologie qu'il dédie à Guillaume de Saint-Thierry en 1125, Bernard oppose l'austérité, la simplicité cistercienne au mode de vie clunisien. Que font dans les cloîtres, sous les yeux des frères appliqués à la lecture, ces monstres ridicules, cette beauté difforme et cette belle difformité? Que font ces singes immondes, ces lions féroces, ces centaures monstrueux, ces tigres tachetés, ces soldats au combat, ces chasseurs sonnant de la trompe? Ici, on voit une seule tête sur plusieurs corps, et là, un corps sous plusieurs têtes. Il y a tant et tant de choses variées qu'on se laisse aller plus volontiers à lire sur les pierres que dans les livres, et à passer tout le jour à admirer tout cela qu'à méditer la loi de Dieu. Tout en menant une vie ascétique, Bernard est souvent appelé à sortir de Clairvaux. Par exemple, en 1119, il participe au chapitre général des cisterciens, convoqué par Étienne Harding à Cîteaux, pour donner sa forme définitive au nouvel ordre monastique. En 1128, il est présent au synode de Troyes pour définir la mission et les structures de l'ordre du Temple, fondé pour défendre les États francs de Syrie et de Palestine, vous savez, les Templiers. En 1139, il dénonce à Paris, devant les étudiants d'Abélard, les thèses de leur maître. Et l'année suivante, il affronte ce même Abélard devant une assemblée d'évêques à Sens. Cette assemblée qui condamnera les positions du théologien. En 1146, le pape Eugène III, un ancien moine de Clairvaux, qui connaît donc le talent d'orateur de Bernard, lui demande de lancer la deuxième croisade à Vézelay, en présence du roi Louis VII, d'Aliénor d'Aquitaine, et puis de nombreux prélats et seigneurs. Ensuite, Bernard se rend à Francfort et à Spire pour inciter les chevaliers du Saint-Empire à se croiser également, afin de défendre les lieux saints. Mais en dépit de ses affaires l'entraînant loin de son monastère, Bernard reste un abbé exemplaire. C'est aussi un écrivain talentueux et fécond. Il a par exemple rédigé un commentaire du Cantique des Cantiques, un livre de l'Ancien Testament. Les fondateurs de Cîteaux ont placé leur ordre sous le patronage de la Vierge Marie, qui occupe une place de choix dans leur spiritualité. Et Saint Bernard en particulier est un chantre de la Vierge Marie. On lui attribue d'ailleurs la prière du Salve Regina. Saint Bernard est mort en 1153 à Clairvaux, où il a été enterré. Et très vite après, dès 1174, il a été canonisé et au XIXe siècle, il a été déclaré docteur de l'Église. Vous l'aurez compris, je pense, Bernard de Fontaine ou de Clairvaux, comme vous voulez, a joué un rôle très important à son époque, au point qu'on appelle le XIIe siècle le siècle de Saint Bernard. Voilà, à la prochaine maintenant.